Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. Israël confirme avoir lancé des opérations terrestres présentées comme limitées contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Opération entamée il y a plusieurs jours. Israël qui a visé à nouveau la banlieue sud de Beyrouth ces dernières heures. En 15 jours, les frappes ont fait au Liban 826 morts et déplacé plus de 830 000 personnes. L'Iran, de son côté, reste à la fois sous le feu israélo-américain et engagé dans le Golfe. Les vols à l'aéroport de Dubaï ont été suspendus cette nuit plusieurs heures à cause d'une frappe de drone. Le détroit d'Ormuz reste paralysé. Donald Trump appelle à l'aide sous la menace. Et dans Parlons-en, on fait le point sur l'offensive et ces fronts différents qui semblent s'enliser avec ce risque de l'enlisement. C'est la question qu'on va poser à mes invités, Karim Emile Bitar, Mariam Pirzadeh et Bilal Tarabé. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Karim Emile Bitar. Bonjour Pauline. Bienvenue sur ce plateau, enseignant à Sciences Po et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Bonjour Mariam Pirzadeh. Bonjour Pauline. Rédactrice en chef de Parlons-en, ici à France 24, ancienne correspondante à Téhéran, co-réalisatrice de Iran révolte massacrée sur la répression de la révolte au mois de janvier en Iran. Et avec nous Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour Pauline. Journaliste à France 24, spécialiste également de cette région du Moyen-Orient. 17e jour de guerre en ce lundi. L'opération Fureur épique, quand elle a été lancée le 28 février dernier, Karim Emile Bitar, devait être décisive selon les mots du président Trump. Est-ce que là, on est entré dans une phase d'enlisement ? Elle devait durer 4 jours, puis on est passé à 4 semaines, et là on nous parle d'envoyer des troupes au sol, donc le risque de l'enlisement est quasiment inévitable dans les interventions occidentales au Moyen-Orient, depuis l'expédition d'Égypte de Bonaparte jusqu'à nos jours. Ce qui est effarant d'un point de vue libanais, c'est qu'on a un terrible sentiment de déjà-vu. On entendait les mêmes expressions en 78, en 82, zone de sécurité, annexion du sud jusqu'au Litanie, expédition limitée qui finit par se transformer en expédition de longue durée. Il faut rappeler qu'Israël a occupé le Liban entre 82 et 2000. Il a fallu 18 ans pour que cette occupation cesse. Donc le triste sentiment qu'on a, c'est personne n'a retenu les leçons de l'histoire, ni côté israélien, ni côté Hezbollah, où on se laisse toujours manipuler. Aujourd'hui, il est de plus en plus clair au Liban que ces roquettes qui ont été lancées par Israël ont été lancées sur ordre direct des gardiens de la révolution iranienne. Les cadres libanais du Hezbollah semblaient complètement découvrir cela en même temps que nous. Donc nous sommes dans un conflit qui, cette fois-ci, dépasse largement le cadre libano-israélien. Et c'est pour cela que cela pourrait durer longtemps. Alors, il y a ce front, bien sûr, Hezbollah-Israël. Il y a ce front américano-israélien contre la République islamique et ses proxys dans la région. Il y a ces frappes iraniennes dans le Golfe. Karim Emile Bitar, Mariam Pirzadeh disait à l'instant que le Hezbollah semble avoir été pris au dépourvu. L'administration américaine, après 17 jours de guerre, d'une certaine façon aussi. Il semblerait qu'elle n'avait pas déroulé en amont tous les scénarios. Le minage du détroit d'Ormuz, avec sa paralysie, les drones iraniens, les menaces contre le pétrolier. On sent une administration américaine qui semble découvrir au fil et à mesure des jours ce dans quoi elle s'est engouffrée. Ça confirme totalement la méconnaissance de l'administration de Trump sur le fonctionnement même de la République islamique. C'est ce qu'on avait remarqué également au moment des 3 rounds de discussion sur le nucléaire, parce que n'oublions pas que Donald Trump, au moment des grandes manifestations des 8 et du 9 janvier, quand il y a des millions d'Iraniens dans les rues, promet de l'aide aux Iraniens, puis finalement va s'asseoir à la table des négociations avec le régime, à Oman, puis à Genève, et puis Donald Trump est surpris que l'Iran ne capitule pas face à Steve Witkoff et Jared Kushner, qui étaient les négociateurs sur ce dossier du nucléaire. Là, c'est la même surprise, effectivement. La résilience de ce régime, il ne faut pas oublier que ce régime, il se prépare à cette guerre depuis 47 ans. Donc, tous les scénarios avaient été préparés. Ce n'est pas une surprise qu'il y ait cette guerre, puisqu'on s'attendait à ce qu'il y ait des frappes
très prochainement de la part des États-Unis et d'Israël. Et donc, cette guerre, elle avait été orchestrée par le régime. Mais l'agenda a été un petit peu avancé il y a 2 semaines, puisqu'ils ont eu l'information qu'il y avait une grande réunion qui allait se tenir au Beth Erabari, donc la résidence du guide suprême, où le guide suprême lui-même, Ali Khamenei, allait être, et autour de lui, les grands caciques du régime, donc des gardiens de la révolution. Donc, il a fallu avancer cet agenda de frappe. Effectivement, premier jour, la sidération avec la mort donc d'Ali Khamenei, qui était le plus vieux dirigeant en exercice au Moyen-Orient, et après, l'enlisement, la résilience de ce régime, et puis ces frappes dans le Golfe. Un soldat français a été tué il y a quelques jours en Irak également, et puis la déstabilisation de toute la région. Il ne faut pas oublier non plus que le blocage du détroit d'Ormuz est la menace agitée par le régime depuis plus de 40 ans en cas d'attaque. Donc c'était annoncé. Et donc je vous repose la question, Bilal Tarabé, qu'est-ce que ça dit du niveau d'impréparation de l'administration américaine, qui subit de plein fouet notamment la paralysie dans le détroit d'Ormuz? Nous-mêmes sur France 24, et c'est pas pour faire de l'autopromotion ici, combien de sujets on a fait depuis des années sur que se passerait-il si le détroit d'Ormuz était bloqué à cause d'un conflit avec l'Iran. Donc c'est absolument pas quelque chose d'inattendu ou de farfelu, même pour quelqu'un qui serait tout simplement au courant des actualités générales. Concernant ce que disait Karim Émile Bittard, si je devais rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un cycle éternel et à même cause les mêmes effets. Il faut quand même rappeler ici que le Hezbollah, en tant que formation officielle, est apparu ou s'est révélé à la scène régionale et au monde pendant l'occupation israélienne du Liban en 1982 pour lutter contre cette occupation israélienne, et que si cette milice a pu garder ses armes lourdes après la guerre civile libanaise, c'était officiellement pour, encore une fois, lutter contre l'occupation du Liban Sud, toujours par Israël, occupation qui a duré jusqu'en 2000. Donc on a même du mal, parce que vous parlez d'enlisement à juste titre, c'est-à-dire qu'on a du mal à voir, au-delà des effets d'annonce des opérations. Donc là, on parle d'une opération terrestre israélienne qui irait jusqu'au fleuve Litani. Le fleuve Litani, c'est en gros ce qui délimite le Liban Sud du reste du Liban. On a du mal à voir derrière ça quel est l'objectif, puisque à chaque fois que ça s'est produit dans l'histoire, et ça ne s'est pas produit qu'une seule fois, ça aboutit à un cycle de résistance, de violence, d'attaque, de terrorisme, enfin tout ça mélangé, ou tout ça de manière successive. D'autant qu'on s'interroge encore, mais ça fait plusieurs jours qu'on s'interroge sur le parallélisme entre les buts de guerre américains et israéliens, tant face au Hezbollah. D'ailleurs, la guerre que mène Israël contre le Hezbollah n'existe quasiment pas dans l'agenda américain et dans les propos de Donald Trump. Et quant à la finalité sur la République islamique, là encore, on n'est pas tout à fait sur la même ligne. Tout à fait. Les objectifs de guerre ne sont pas les mêmes. Donald Trump a dit ouvertement qu'il se satisferait d'une solution à la vénézuélienne, que quelqu'un émerge de l'intérieur du régime, qu'il fasse des concessions aux Américains sur les ressources énergétiques, éventuellement sur le programme balistique sur les proxys. Mais la situation des droits de l'homme et des droits de la femme en Iran, ce n'est pas sa priorité. Il y a, comme vous l'avez dit, un amateurisme, une improvisation à la Maison-Blanche qui est proprement ahurissante. Une semaine après le déclenchement de cette guerre, quand on lui a demandé de faire un premier bilan, il a dit « tout se passe bien, mais il y a une surprise majeure ». On ne s'attendait pas à ce que l'Iran réplique en attaquant les pays voisins. N'importe quel étudiant de terminale qui regarde France 24 de temps en temps aurait pu lui dire que l'Iran allait frapper les bases américaines dans la région et miner le détroit d'Ormuz. Mais qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit qu'il y a des militaires qui parlent à Donald Trump et qu'il ne les écoute pas? Ça veut dire quoi? Non, paradoxalement, les militaires sont les plus raisonnables dans le monde dans lequel on vit. C'est une inversion du paradigme de Raymond Aron qui disait il y a le soldat et le diplomate. Le soldat va en guerre, le diplomate négocie. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un monde où les militaires ont compris les limites du hard power. Ils sont souvent très réticents à s'engager dans de nouvelles expéditions. Mais quelques idéologues autour de Trump, un cercle rapproché, il dit j'ai appris que l'Iran était à 2 semaines de l'arme nucléaire. Et il donne pour preuve irréfutable, c'est Jared Kushner en personne qui me l'a dit. Alors que les services de renseignement américains eux-mêmes disent que ce n'était pas le cas. Certes, depuis la rupture de l'accord nucléaire en 2016, les Iraniens cherchaient à reprendre ce programme, avaient enrichi considérablement de l'uranium, mais personne ne peut dire qu'ils étaient à 2 semaines de l'arme nucléaire.
Mariam. 2018, effectivement, quand Trump sort de manière unilatérale. Mais effectivement, les agendas se diffèrent. Je pense que les Israéliens assument beaucoup plus ouvertement ce changement de régime qu'ils souhaitent, parce que l'Iran, la République islamique, fait peser une menace existentielle sur Israël. Et les Américains, effectivement, en la personne de Donald Trump, soufflent le chaud et le froid. Parce qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump a dit d'abord que la personne à laquelle il pensait pour diriger l'Iran était mort, donc ça veut dire que c'était quelqu'un du régime. Ensuite, il veut être partie prenante sur la désignation du prochain dirigeant de l'Iran. Les questions se posent parce qu'il y a des hommes qui ont le pouvoir en République islamique qui sont restés vivants. On l'a vu encore vendredi lorsqu'ils ont manifesté à Téhéran pour cette démonstration de force, notamment Ali Larijani, qui est un des hommes forts du régime, qui est resté en vie. Est-ce qu'il est resté en vie pour pouvoir diriger l'Iran et qu'il soit mis à la place de Ali Khamenei? Entre-temps, quand même, l'administration de Trump a fait un tour de passe-passe incroyable, c'est qu'ils ont remplacé un Khamenei par un autre Khamenei, puisque Mojtaba Khamenei a pris la succession de son père. Il est invisible, on ne sait même pas s'il est conscient, on ne sait même pas s'il est conscient qu'il est guide suprême, puisqu'il a été blessé. Non mais c'est vrai, la question se pose, il est très grièvement blessé. Il était avec son père au moment de la frappe de ce samedi matin, ce samedi 28 février. Et effectivement, les oppositions qui existent, elles existent en Iran. Il y a notamment Reza Pahlavi qui est en train de réunir autour de lui tout le monde. Il a encore réuni, il a rencontré Volodymyr Zelensky ce week-end, dont le nom a été scandé dans certaines villes d'Iran. Il y a une opposition à l'intérieur de l'Iran qui se situe en prison, mais Israéliens et Américains s'accordent pour dire, en tout cas au moins une chose, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative pour la République islamique. Et ça, c'est assez inquiétant. Et pendant qu'on n'a pas d'alternative, la guerre se poursuit. Donc 17e jour de guerre, frappe américano-israélienne sur l'Iran, et notamment sur Téhéran, nous disait Siavash Ghazi il y a quelques heures. Frappe israélienne sur le Liban, on en a parlé. Frappe iranienne sur les pays du Golfe. Quel est le front qui est le plus à surveiller depuis quelques heures, quelques jours on pourrait parler de l'Irak aussi, bien sûr, où a été tué, vous l'avez rappelé. C'est ce que j'allais vous dire, Pauline. L'Irak, ces dernières heures, beaucoup, parce qu'il y a aussi énormément de contingents étrangers, américains, italiens, espagnols, français. Mariam le rappelait, un soldat français qui est mort, l'Irak, et les pays du Golfe, parce que les pays du Golfe, on ne sait pas pendant combien de temps ils vont continuer à supporter, ne serait-ce, je vais vous dire, que cette atteinte à leur image. Puisque toute leur économie est une économie basée sur le sentiment, qui était réel d'ailleurs jusqu'à il y a quelques semaines, de sécurité en tant que place financière et hub technologique et hub commercial dans cette région. Donc il va falloir voir. On me disait la semaine dernière que dans les cercles des dirigeants du Golfe et dans les cercles des émirs, ça commençait à chuchoter de plus en plus fort aux oreilles de l'administration américaine pour trouver une porte de sortie assez rapide. Maintenant, comme l'émission s'appelle l'enlisement, là où ça risque de s'enliser et ce qui semble ressortir des discussions dans les chancelleries, c'est cette opération au Liban qui serait au niveau de l'état-major israélien de plus en plus déconnecté de ce qui se passe avec l'Iran directement. Pour revenir sur les pays du Golfe, effectivement, les monarchies du Golfe jusqu'ici pratiquent une réponse, une politique de la résilience, interceptant le plus possible les attaques iraniennes. À quel moment, effectivement, cette stratégie de la pression menée par Téhéran vis-à-vis des monarchies du Golfe, pression par intermédiaire, pour qu'elles fassent elles-mêmes pression sur Donald Trump pour qu'il arrête cette guerre, à quel moment elles vont décrocher leur téléphone et dire à Donald Trump, maintenant, ça suffit? Alors, il y a un risque qu'ils ne finissent au contraire par se radicaliser. Avant la guerre, ils étaient en train de tempérer les ardeurs de Donald Trump, les ardeurs bellicistes. Les Saoudiens ne souhaitaient pas qu'il aille ouvertement, le Qatar non plus. Les Émirats arabes unis sont les faucons, sont les plus proches d'Israël. Mais comme ils se sont eux-mêmes pris énormément de missiles, les Émirats ont reçu 2 fois plus de missiles qu'Israël depuis le début de cette guerre. Les Saoudiens commencent à se poser des questions également. Le Qatar, donc la stratégie iranienne de chercher à entraîner tout le monde dans leur chute pourrait paradoxalement inciter certains leaders du Golfe à dire aux Américains ou bien vous négociez tout de suite et vous arrêtez, ou bien il faut aller au bout. Mais encore une fois, aller au bout, ça soulève un grand nombre de points d'interrogation. On parle d'un pays de 93 millions de personnes sans alternative véritable
véritablement structuré. Mais autant toute la région suscite des inquiétudes, mais pour les pays du Golfe, ils ont la ressource, ils ont les moyens économiques de se remettre sur pied très vite. Le pays pour lequel je suis le plus inquiet, c'est le Liban, qui était déjà un État failli. Et le chiffre évoqué, les 830 000 réfugiés, ce sont ceux qui ont pris la peine de s'inscrire sur le site internet du ministère des Affaires sociales, qui fait un remarquable travail. Mais on a probablement déjà dépassé le million de réfugiés. C'est comme sur une en France, population totale libanaise de 6 millions. C'est comme si en France, on avait 10 millions de personnes dans les rues. On va revenir sur le Liban dans un instant, mais précisément, vous disiez que les Émirats arabes unis avaient reçu 2 fois plus de roquettes qu'Israël en 17 jours. Et donc, ces dernières heures, c'est quand même le plus grand aéroport, l'un des plus grands aéroports du monde, Dubaï, qui a été partiellement fermé, en tout cas les vols suspendus, suite à une attaque de drone sur un dépôt de carburant. On va voir ces images commentées par Lou Kissiela. De l'aéroport de Dubaï s'élève cette épaisse colonne de fumée noire. Une attaque de drone a provoqué un incendie dans un réservoir de carburant. Les autorités ont donc suspendu pendant plusieurs heures le trafic dans l'aéroport le plus fréquenté au monde. Sur ces images radars, on voit les avions rebrousser chemin sans pouvoir se poser. Lundi matin, la défense aérienne émirati interceptait encore des drones et des missiles iraniens. 1800 frappes y ont été recensées depuis le début de la guerre. L'Arabie saoudite annonce elle aussi une 60aine d'interceptions, rien que dans la nuit de dimanche à lundi. Téhéran accuse les Émirats d'abriter des bases américaines de lancement. La nuit dernière, nos forces ont repéré des attaques. Il est clair qu'elles ont été tirées depuis 2 sites aux Émirats arabes unis, à Ras Al Khaimah, et depuis un endroit très proche de la ville de Dubaï. Le président américain, lui, semble écarter toute possibilité de dialogue. Je ne sais pas si je veux conclure un accord avec l'Iran. Vous savez pourquoi ? Déjà parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, car la plupart de leurs dirigeants ont été tués. Donc je ne sais même pas si nous voulons conclure un accord. Les gardiens de la révolution diffusent ces images qui montrent des tirs de missiles à longue portée Sedjil. Téhéran indique aussi ne voir aucune raison de négocier. Oui, cette guerre étant bien sûr aussi une guerre de l'image, on l'a bien dit ces derniers jours. Mariam Pirzadeh, je vous donne la parole dans un instant. Karim Émile Bitar, pourquoi cette espèce d'acharnement de la République islamique presque spécifiquement sur les Émirats arabes unis ? Il considère que les Émirats arabes unis sont allés trop loin dans la coopération militaire, sécuritaire, économique avec Israël, que c'est devenu un peu un point d'ancrage israélien dans le Golfe. Il reproche également toute une série de considérations stratégiques, le Soudan, le Yémen, etc. Et c'est vrai que les Émirats avaient été extrêmement ambitieux ces dernières années et que ça finit par se retourner contre eux, car comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme Bilal l'a dit, tout leur modèle était basé sur cette idée, ce mirage d'un havre de stabilité, d'un centre financier, d'un lieu de passage pour les voyageurs du monde entier. Et là, la confiance ne sera pas facile à retrouver. Donc l'Iran, je pense, souhaite envoyer un message à travers ces frappes à tous ceux qui, dans le monde arabe, seraient tentés de signer très vite un traité de paix avec Israël qui ne serait pas un traité régional, qui n'inclurait pas la Palestine, qui n'inclurait pas, d'une façon ou d'une autre, un modus vivendi avec l'Iran. Et là, il y aurait possiblement un changement de paradigme dans cette région du monde suite à cette guerre. Oui, Mariam. Oui, bien sûr, parce que effectivement, comme l'Iran, la République islamique a pleinement conscience qu'elle ne peut pas mener une guerre d'un point de vue militaire égal à égal avec l'armée américaine et l'armée israélienne, donc elle a une capacité de nuisance. C'est exactement comme ça aussi qu'elle a tenu lors de la guerre des 12 jours, à la différence qu'elle n'avait pas attaqué les pays du Golfe, mais on a vu que très vite, dès le samedi 28 février, dès les premières heures de la guerre, très vite, des missiles sont tombés sur Dubaï. Donc c'est une capacité de nuisance pour créer une guerre psychologique, pour déstabiliser le monde, on le voit avec le pétrole, et pour tenir dans la longueur sur cette guerre où elle ne fait pas le poids militairement. Quelques mots encore du Liban, Karim et Bilal, c'est votre champ de compétences plus spécifique. Donc je disais, là ça fait 2 semaines aujourd'hui que le Hezbollah a rouvert le front face à Israël en se venger de la mort du guide suprême iranien. Calendrier imposé, vous le disiez, Karim Émile Bitar, sans doute par
les gardiens de la révolution au Parti de Dieu libanais. 2 semaines de frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, sur le sud du Liban, mais pas que, dans la vallée de la Bekaa également. On a parlé aussi de cette opération commando israélienne au premier jour de la guerre dans cette localité de Denishit où il y a eu beaucoup de morts civiles, plus de 850 morts, près d'1 million de déplacés. On a entendu des choses assez contradictoires, Bilal, ce week-end sur de potentielles discussions entre Libanais, pas le Hezbollah, mais entre l'État libanais et les Israéliens, discussions démenties. On a entendu le président Macron aussi à ce sujet. On en est où là-dessus ? Alors, on n'en est que Gideon Sa'ar, le ministre israélien des Affaires étrangères, a refusé, a exclu toute négociation directe avec le gouvernement libanais. Ce qui là aussi soulève quand même de fortes questions sur l'objectif final d'Israël. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que de mémoire récente, il y a rarement eu, et quand je dis rarement, c'est pour ne pas dire jamais, mais on va dire rarement eu, de gouvernement libanais autant anti-Hezbollah et autant prône à vouloir des négociations directes avec Israël. Lorsque le président libanais Joseph Aoun déclare la branche militaire, les activités militaires du Hezbollah illégales, ça peut paraître normal pour des gens comme des gens attachés au droit international, au monopole de la violence par un État légitime, mais à l'échelle du Liban, qui est ce qu'il est, avec son histoire, et à l'échelle de la région, c'est presque une déclaration historique. Et quand le Liban fait parvenir à Israël, alors c'est pas officiel, mais ça a été confirmé par de multiples sources de part et d'autre, une proposition de négociation directe. Là aussi, il faut se rappeler qu'on a 2 États qui sont officiellement en guerre depuis 1948 et qu'il n'y a jamais eu de négociation directe entre les deux, à part en pleine guerre civile libanaise en 1983, quand littéralement l'armée israélienne était au pied du palais présidentiel libanais. Et que vous avez, dans la fin de semaine dernière, les chancelleries qui sont impliquées, notamment Emmanuel Macron, qui dit « Je suis d'accord pour héberger à Paris des négociations directes entre les 2 acteurs », que vous avez le Premier ministre sunnite libanais qui est d'accord. Vous avez ses 3 prédécesseurs, je précise sunnites parce que d'aucuns diraient que, dépendamment de la religion, on serait plus ou moins aligné avec Israël ou pas. Or là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc les 3 prédécesseurs qui sont aussi d'accord. Et vous avez le président chiite, donc comme le Hezbollah, du Parlement libanais, qui n'a pas dit qu'il était d'accord, mais qui a dit qu'il n'était pas contre. Nabil Berri. Ce qui, dans sa position à lui, signifie presque à dire qu'il est d'accord. Et on avait toutes ces forces politiques qui étaient réunies en fin de semaine dernière pour donner un message dans la veste du président libanais destiné à ces négociations, une position commune, et Israël qui a daté d'aujourd'hui, ou en tout cas des dernières déclarations de ces dernières heures, est contre. Et là, on voit honnêtement vraiment pas pourquoi, quel est le but stratégique et politique d'Israël dans ce refus de négociation directe. Alors, comment expliquer la position israélienne, Karim El-Bitar ? Alors, c'est ça qui est un véritable crève-cœur. Cette guerre intervient précisément au moment où le Liban était enfin en train de se relever, où avait pris une décision historique en août dernier de désarmer non seulement le Hezbollah, mais toutes les factions armées palestiniennes, de restaurer l'autorité de l'armée. Je pense que c'est vrai ce que disait Bilal. Du côté libanais, la délégation est prête. Elle a été composée. On connaît ses membres, un ancien ambassadeur du Liban aux États-Unis, un universitaire qui connaît bien l'Amérique, des militaires, etc. La proposition française a également été concrète, même si le Quai d'Orsay a tenu à la nier. Le journaliste qui l'a révélé a reconfirmé qu'il avait vu le document. Donc, elle consiste en une reconnaissance par le Liban de l'État d'Israël, ce qui ne serait pas sans précédent, parce que même le Hezbollah, quand ils ont délimité les frontières maritimes, ont de facto reconnu Israël. Ensuite, une aide à l'armée libanaise pour qu'elle puisse désarmer le Hezbollah et une délimitation des frontières terrestres et maritimes, c'est-à-dire plus d'occupation israélienne du sud Liban. Mais il semblerait que d'une perspective israélienne, ils préfèrent d'abord changer leur rapport de force pour négocier à leurs yeux dans une meilleure position. Mais le rapport de force n'est pas déjà en faveur des Il est déjà en leur faveur, mais ils estiment qu'il faut porter un coup très très sévère au Hezbollah pour pouvoir aller au bout, imposer une sorte de diktat, de capitulation. Et je pense que c'est un mauvais raisonnement parce que les Libanais sont déjà à fleur de peau. C'est déjà très rare, ce qui a été mentionné, qu'ils soient prêts
prêt à aller aussi loin dans des négociations indirectes ou même directes avec Israël. Donc, si le Liban devait subir de nouvelles catastrophes humanitaires, une nouvelle invasion, etc., ça pourrait venir paradoxalement renflouer le narratif du Hezbollah au moment où le Hezbollah avait perdu ses derniers alliés et dans sa propre base, il y a des tas de gens qui en avaient ras-le-bol. Vous nous avez entraînés dans une guerre, nous n'avons même pas d'abri, nous n'avons pas d'économie solide, de société capable de résister. Donc le timing est propice. Heureusement que la France joue ce rôle parce que je ne vois personne d'autre qui serait en mesure de le faire. Cela dit, il faudra quand même que les États-Unis s'impliquent car ce sont les seuls qui ont un levier, qui peuvent exercer des pressions sur Israël. Netanyahou ne fait pas énormément confiance à Emmanuel Macron. Mais c'est important que la diplomatie française se montre proactive car le risque qui pèse sur le Liban est proprement existentiel. On utilise ce mot un peu trop souvent, mais dans le cas du Liban, il y a un vrai risque que cette guerre ne porte le coup fatal à cet État du Grand Liban que la France avait porté sur les fonds baptismaux, la France et l'Église maronite en 1920, qui a fini par être accepté par la quasi-totalité des Libanais qui considèrent que ce Liban est une patrie définitive pour tous ses fils. Mais si vous avez 1 million de personnes déplacées, des tensions intercommunautaires ne vont pas manquer d'apparaître, des tensions à l'intérieur des communautés, parce qu'il ne faut pas penser qu'il s'agit de blocs monolithiques. Vous avez encore des gens qui, pour des raisons idéologiques ou autres, se situent dans un camp qui n'est pas celui de leur communauté. Tout comme il y a beaucoup de chiites contre le Hezbollah, il y a certains critiques, et beaucoup de chrétiens et beaucoup de sunnites qui détestent tout autant le Hezbollah que les ambitions israéliennes. Donc il y a un risque que le Liban se retrouve dans une longue période de chaos, d'instabilité, de fragmentation, de troubles économiques qui finiraient par produire des affrontements civils, parce qu'il y a également à la frontière syrienne des troupes assez massées. À Tripoli, au nord-Liban, il y a une très grande popularité du président syrien Ahmad el-Sharia. Donc il ne faudrait pas que le Liban se retrouve encore une fois un terrain de jeu des puissances, là où se déroulent toutes les guerres par procuration, en étant le maillon faible, juste au moment où il commençait à avoir une armée solide. Et là, c'est un problème aussi. Cette armée libanaise n'a pas été suffisamment soutenue par l'Occident. On reproche à cette armée de ne pas avoir été assez vite, mais ça fait des décennies que le Hezbollah est un État dans un non-État, un État plus puissant que l'État central. Et cette armée, sans avoir les moyens financiers, logistiques, militaires, n'aurait pas pu, à elle seule, désarmer le Hezbollah. Ils sont véritablement en situation de surextension. Donc il y a aussi une responsabilité américaine parce qu'ils n'ont pas voulu livrer à l'armée libanaise des armes suffisamment lourdes, peut-être pas pour dissuader Israël, on ne pourra jamais être en mesure de rivaliser avec Israël militairement, mais du moins pour montrer à la population du Liban Sud qu'elle n'est pas totalement abandonnée et qu'ils peuvent faire confiance à cette institution militaire. Et en même temps, on entend votre inquiétude sur la situation au Liban. Il y a une question qui se pose sur la capacité des Israéliens, de l'armée israélienne à mener tant de fronts en même temps. Mariam, il y a les frappes conjointes avec les Américains contre la République islamique. Il y a ce front anti-Hezbollah au sud-Liban. Il y a des frappes qui se poursuivent sur Gaza, qui ont fait plusieurs morts du côté du Hamas ce week-end. Il y a la situation en Cisjordanie, c'est un peu différent, quoique tout est évidemment lié dans cette région du monde. Et puis ce week-end, on a lu dans la presse israélienne ces rumeurs d'intercepteurs de missiles qui viendraient à manquer, ce qu'a démenti tout de suite l'état-major israélien. Mais il y a quand même une question sur la capacité israélienne à militairement, politiquement, à continuer à mener toutes ces guerres en même temps. Exactement, c'était la grande question ce week-end, cet appel à l'aide du côté des États-Unis. Alors, en comparaison, au mois de juin, il y avait aussi plusieurs fronts qui avaient été ouverts. Ils ont tenu 12 jours. Finalement, la guerre a été terminée par les frappes de Donald Trump sur 3 sites liés au nucléaire iranien. Et visiblement, cette guerre, elle n'a eu lieu qu'en février 2026, puisque les Israéliens manquaient également d'équipement. Il fallait reconstruire leur stock après ces 2 années de guerre sur plusieurs fronts. Mais on a l'impression, d'un point de vue, en tout cas sociétal, Benjamin Netanyahou va faire face à des élections dans un peu plus de 6 mois, en octobre 2026. C'est quasiment au même moment que les élections du midterms pour Donald Trump, les élections de mi-mandat qui sont très importantes pour le président américain. Et si on compare l'adhésion de cette guerre des deux populations, les Américains on voit majoritairement contre cette guerre, mais en Israël, il y a une vraie adhésion autour de ces guerres, et notamment contre la République islamique. Et ça, c'est intéressant, alors qu'on voit
que ces missiles iraniens tombent dans des zones résidentielles, traumatisent la population également, tout comme ça l'a été au mois de juin. Mais là, en comparaison d'autres guerres, là, il y a une adhésion. Mais se pose la question, là on est au 17e jour, on savait très bien le samedi 28 février, au moment où cette guerre commençait, avec la mort, l'assassinat d'Ali Khamenei, qu'elle allait être longue. Donc je pense que s'ils s'engagent dans cette guerre, surtout du côté israélien, ils savent, voilà, ils comprenaient que la guerre allait être longue et qu'il fallait des équipements. Est-ce qu'ils comptaient sur l'aide américaine, sur les équipements américains pour s'en sortir? Je pense que ça a toujours été le cas depuis notamment le mois de février. Bilal, là-dessus, sur la capacité israélienne à tenir plus longtemps encore. Mais c'est alors en ce qui concerne le Liban, paradoxalement, c'est surtout l'aviation qui travaille parce que le front est tellement petit et resserré que c'est pas un problème de nombre d'hommes, si vous voulez. Il y a en revanche quelque chose qui est assez frappant, c'est la manière dont cette administration Trump et le gouvernement israélien choisit finalement une méthode qui pourrait se rapprocher du populisme, mais à l'échelle militaire. Alors, je m'explique. Quand Mariam rappelait que Donald Trump était sorti de l'accord sur le nucléaire et qu'on était revenu dans un cycle de négociation au moment où Donald Trump a décidé de déclencher cette opération contre l'Iran. Mais parce qu'en fait, quelque part, on se dit que les Américains n'avaient pas envie de rentrer dans un nouvel accord complexe qui nécessiterait des mécanismes de vérification, qui nécessiterait des compensations, qui nécessiterait plusieurs années pour voir aboutir son terme, y compris pour le Liban, le désarmement du Hezbollah, qui est quelque chose qui ne peut décemment pas se faire en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, pour de multiples raisons, qui est applicable également à la situation à Gaza, qui est applicable à la situation à la Cisjordanie. Et là, ce que nous donne à voir l'administration américaine et l'armée israélienne, et c'est pour ça que ça a à voir avec votre question, c'est qu'ils ont choisi la manière militaire, pensant que peut-être de mettre un grand coup de marteau sur ces problèmes allait les régler. Et très sincèrement, on a du mal à voir comment. Eh bien, précisément, on évoquait tout à l'heure l'impression d'amateurisme de l'administration américaine. Il y a eu quand même ces dernières heures une espèce d'appel à l'aide de Donald Trump à l'égard de la situation dans le détroit d'Ormuz, un appel à l'aide teinté de menaces. On va écouter le président américain et on en parle juste après. Nous discutons avec d'autres pays pour qu'ils collaborent avec nous pour le maintien de l'ordre dans le détroit. Et je pense que nous obtiendrons une réponse positive. Rappelez-vous par exemple, parmi de nombreux cas dans les pays de l'OTAN, nous sommes toujours là pour l'OTAN. Nous les aidons en Ukraine, bien que l'océan nous sépare, et cela ne nous affecte pas, mais nous les avons aidés. Il serait intéressant de voir quel pays ne nous aiderait pas dans une entreprise très modeste, qui consiste simplement à maintenir le détroit ouvert. Mais que nous obtenions ce soutien ou non, je peux dire ceci, et je le leur ai dit, nous nous en souviendrons. Nous nous en souviendrons, vieille rengaine de Donald Trump, que de faire la leçon à ses alliés de l'OTAN qui ne sont jamais à la hauteur et jamais où il a besoin qu'ils soient. Est-ce que c'est quand même pas un signe, un aveu de faiblesse que de dire au bout de 17 jours, bon, finalement, si vous ne nous aidez pas à lever la paralysie dans le détroit, on ne va pas y arriver? Un aveu de faiblesse, c'est aussi une démonstration d'un monumental culot, parce que ces mêmes alliés qu'il appelle à la rescousse n'ont même pas été, je dis pas consultés, même pas été informés la veille de la frappe. Ni le Canada, ni la France, qui a de nombreuses bases militaires dans la région. Au moins en 2003, lors de l'invasion américaine de l'Irak, Bush avait proposé aux Européens de se joindre à lui. Il y avait eu un refus de la France, du Vatican, de l'Allemagne et de beaucoup de pays pour de très bonnes raisons. Mais là, il n'a même pas informé ses plus proches alliés. Et quand il a vu avant-hier que les Iraniens ont laissé passer les navires chinois et indiens, mais pas les autres, il cherche à embarquer les Européens. Pour le moment, il n'y a que le chancelier allemand, M. Merz, qui semble totalement aligné sur Donald Trump, mais le reste de
de l'Europe ne souhaite pas devenir une puissance belligérante. Parce que déjà, la France n'est pas impliquée, mais les Iraniens n'ont pas hésité à frapper un valeureux soldat français parce qu'ils considèrent que comme la France a des accords, des partenariats stratégiques avec les Émirats arabes unis, avec le Qatar, qu'elle a une présence au Kurdistan irakien, elle n'est pas considérée comme totalement neutre. D'ailleurs, à ce propos, sauf erreur de ma part, Mariam, le président français Emmanuel Macron est l'un des rares, en tout cas, à s'en faire la publicité, à discuter avec le président iranien, dont on sait la réalité du pouvoir. Mais bon, disons qu'il incarne quelque chose, en tout cas à l'international, pour l'Iran. Il a parlé avec Pezeshkian encore ce week-end. Réaction à nouveau très prudente du président français, prudente, précautionneuse, alors qu'un soldat français a été tué en fin de semaine dernière en Irak, dans le sud de l'Irak, du côté d'Erbil, où il était engagé dans une opération de formation auprès des forces kurdes. Le président Macron se retient d'une certaine façon. Il marche sur des œufs, même depuis le mois de janvier, depuis les grandes manifestations où des milliers d'Iraniens ont été tués à la Kalachnikov par ce régime. Quand il appelle Pezeshkian, alors effectivement, c'est un des seuls leaders européens à parler avec autant les Américains, les Israéliens que la République islamique. Il appelle à la désescalade, une réaction très molle par rapport à la mort d'un soldat quand même, parce que n'oublions pas que la mort d'un soldat sur le front, sur une guerre qui n'est pas la nôtre, est quand même joue sur un impact sur l'opinion publique. 7 militaires également qui sont revenus dans des cercueils aux États-Unis. Voilà, ces images de soldats qui meurent. On est à 13 militaires américains. Pardon, 13 militaires, excusez-moi, j'avais pas été. Merci. 13 militaires, voilà, ça joue sur les opinions publiques, sur des guerres qui semblent lointaines. Emmanuel Macron, il marche sur des œufs. Pourquoi ? Parce qu'on a 2 Français qui sont retenus en Iran, actuellement à l'ambassade de France à Téhéran. Cette ambassade, elle se situe... Cécile Collère et Jacques Paris. Cette ambassade, elle se situe dans le centre historique, le centre-ville de Téhéran, où il y a de nombreux ministères, où il y a de nombreuses casernes des gardiens de la Révolution. Donc effectivement, beaucoup de cibles potentielles. Beaucoup de cibles potentielles qui peuvent être visées. Donc il y a une vraie inquiétude sur leur sort. Donc à chaque fois qu'il leur parle, qu'il parle aux Iraniens, Emmanuel Macron rappelle le sort de Cécile Collère et Jacques Paris pour qu'ils puissent rentrer en France. Donc réaction effectivement à minima, tout comme au mois de janvier. N'oublions pas que les gardiens de la Révolution, qui ont pris le pouvoir actuellement en Iran depuis cette guerre de manière officieuse, totalement le pouvoir, ont été classés organisation terroriste il y a seulement un mois. Donc 46 ans après le début de la République islamique, alors qu'on sait leur implication dans la mort de plusieurs soldats européens sur différents territoires. Je précise que les images que l'on voit à l'antenne, ce sont l'espèce de démonstration de force qu'a organisée la République islamique avec ceux qui restent, je voudrais dire, ceux qui n'ont pas été tués. Ali Larijani, le fameux dont je vous parlais. Ali Larijani, et puis juste avant, on voyait Massoud Pezeshkian qui a donc défilé comme ça, j'allais dire à visage découvert, en plein Téhéran. C'était en fin de semaine dernière. C'était vendredi. Et Mohammad Javad Zarif, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui prend 2 enfants également pendant cette manifestation. Et les enfants n'ont pas l'air très rassurés. Donc non, mais c'est une manière aussi de dire, voilà, on est resté en vie. Et en plus, c'est une journée particulière. C'est la journée de Al-Quds, la journée de la Palestine. Moi, quand j'étais à Téhéran, cette journée, il y avait quasiment personne qui venait la commémorer. Donc c'est vraiment les partisans du régime qui viennent et qui sont galvanisés, ou on leur demande de venir manifester. Et il y a eu des frappes israéliennes aux abords. Juste une femme est morte dans ce cortège. Aux abords de cette manifestation, démonstration de force. Je voudrais qu'on dise un mot quand même, Bilal, pour revenir au détroit d'Ormuz. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la réaction de la France prudente, et on comprend pourquoi. Il y en a un qui se frotte les mains dans cette histoire, c'est le président russe Vladimir Poutine. Magie, si j'ose dire, de la guerre. Malheureusement, Donald Trump qui va sur le terrain d'éventuelles levées de sanctions du pétrole, qui pourrait faire les beaux jeux du président russe. On a parlé de la Chine également tout à l'heure. Il fallait voir le sourire de Vladimir Poutine en fin de semaine dernière. Je crois que c'était jeudi de mémoire, lorsque il a proposé aux Européens de évidemment leur livrer toute l'énergie, pétrole ou gaz dont ils avaient besoin, en échange d'une révision des sanctions et d'un retour à une coopération fructueuse. Enfin, je le paraphrase, mais c'était peu ou prou ce qu'il disait. Évidemment que Vladimir Poutine sourit, évidemment que Xi Jinping sourit également. Vous savez, quand on dit que l'Iran était l'allié de la Russie, et que
si vous voulez, c'est vrai, oui et non, parce qu'il ne faut pas non plus surestimer l'importance des pays du Moyen-Orient du point de vue russe, parce qu'on l'a beaucoup dit pour la Syrie, mais la Russie a gardé sa base en Syrie. On l'a beaucoup dit pour l'Iran, sauf que maintenant la Russie fabrique ses drones Shahed. Donc si vous voulez, la Russie, enfin Vladimir Poutine n'est pas dans un état de stress absolu parce que le régime iranien est menacé, enfin ou en tout cas serait menacé. Mais bien sûr que tout ça arrange leurs affaires. D'ailleurs, la preuve, les pétroliers passent le détroit d'Ormuz sans aucun problème vers la Chine ou vers l'Inde. Oui, la vente de brut russe pour freiner les cours aura sans doute un impact assez minime sur les marchés. En revanche, ce que ça dit des grands équilibres mondiaux, Karim Emil Bitar. Et les Ukrainiens pourront regarder ailleurs. Ça montre la confusion dans laquelle nous nageons. Cette décision de suspendre les sanctions sur le pétrole russe pour éviter des pressions inflationnistes a été prise exactement le même jour où la CIA nous disait Poutine est en train de donner aux Iraniens du renseignement militaire permettant de cibler les cibles américaines. Autre paradoxe, les Américains disaient aux Européens l'Ukraine, on va s'en désengager. Et là, ils demandent l'aide de l'Ukraine pour justement intercepter les drones Shahed parce que les Ukrainiens ont une expérience en la matière. Donc toutes les cartes sont en train d'être rebattues. Mais il y a un élément qui, à mes yeux, sera majeur. C'est pas tant le déroulement de la guerre sur le terrain. Mariam y a fait allusion et vous aussi. C'est les enjeux de politique intérieure, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis. En Israël, c'est particulièrement marquant. Kissinger allait jusqu'à dire Israël n'a pas de politique étrangère, uniquement de la politique intérieure. Autrement, tout découle des enjeux de politique intérieure. C'est pour cela, hier, il y a quelques jours, quand on voit Smotrich menacer de détruire Beyrouth comme il a détruit Khan Younes, il ne faut pas sous-estimer ce type de déclaration, car depuis 2 ans, Netanyahou est un peu à la remorque de ces extrémistes pour pouvoir maintenir le pouvoir. Aux États-Unis, le dernier contre-pouvoir aujourd'hui, ce sont les marchés financiers. Si la propre base de Donald Trump commence à montrer des signes d'impatience, c'est aussi la principale raison qui pourrait le conduire à chercher une issue de sortie et à sortir de ces élections. Donc, quelle que soit l'issue de cette guerre, nous sommes déjà face à un changement paradigmatique dans l'histoire du Moyen-Orient. On pourra dire que 2026, c'est l'équivalent de 1967, la guerre des 6 jours, de 73, le choc pétrolier qui avait mis un terme aux 30 glorieuses. Et par ailleurs, on disait que Poutine se réjouit, Xi Jinping se réjouit, mais ils vont se réjouir seulement à court terme. Ce qui marque notre époque, c'est une stupéfiante interdépendance. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Nous pourrions tous sortir perdants de cette guerre, aussi bien l'Europe que les États-Unis, que les Russes, que les Chinois, et bien sûr le peuple iranien qui risque de se retrouver perdant des deux côtés avec Khamenei Junior qui replace Khamenei Senior. En Afghanistan, il a fallu 20 ans pour rappeler les talibans au pouvoir, négocier avec le Qatar pour qu'ils reviennent, dépenser 3 milliards. Là, en une semaine, on a fait ça. Donc, si ça s'arrête là, le peuple iranien est la première victime, le peuple libanais aussi, parce que tout en martyrisant le peuple iranien, l'Iran a exporté une forme de terreur dans plusieurs capitales arabes. Ils ont pris le pouvoir en dénonçant l'arrogance occidentale, le fameux istikbar. Et dans la région, ils se sont comportés envers leurs voisins avec cette même attitude impériale, arrogante. Ils ont maté la révolution syrienne. Ils se vantaient de contrôler 4 capitales arabes. Ils ont poussé un peu trop loin. Eux aussi ont succombé à l'hubris. Donc, le point commun entre toutes ces puissances, c'est qu'ils sont tous fragiles, beaucoup plus fragiles qu'ils ne le pensent, qu'ils doivent tous prendre en considération les enjeux économiques et géostratégiques. Et ce qui compte peut-être encore plus dans le monde d'aujourd'hui, c'est la psychologie. C'est la psychologie des dirigeants de Trump et des autres. Mais à propos du BRICS, justement, et c'est vrai que les semaines passant, les mois passant, on s'y habitue. Mais il y a un rapport à la guerre dans le narratif qui est saisissant depuis 17 jours. Et j'ai l'impression qu'on en parle assez peu. À propos de l'île de Rar, donc c'est un territoire qui est situé à une 30aine de kilomètres des côtes iraniennes, qui a été frappé par des missiles américains vendredi. Donald Trump a dit que les frappes américaines avaient entièrement démoli cette île qui abrite donc un terminal d'exportation de pétrole, ce qui pourrait aggraver encore plus la situation dans le détroit. Mais il a eu ces mots, il a dit « Nous pourrions frapper cette île encore quelques fois ». Juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Le président de la première puissance mondiale qui évoque le plaisir de mener des frappes sur un territoire. Qu'est-ce que ça dit du rapport à la guerre, à cette administration? On a parlé des clips, de l'IA et ces mots d'une désinvolture dingue. Désinvolture qui va de pair avec ce qu'il fait depuis le mois de janvier sur la population iranienne. Karim Emil Bitar le rappelle très bien. Je pense que là, on parle d'options militaires, on parle du BRICS, mais on ne parle jamais de la population. La population iranienne, elle est
Elle est sous le feu des bombes et sous le feu de la répression. Elle est en train de payer un prix très très lourd, une crainte très forte que la guerre s'arrête et que ça reste comme ça et que ça soit pire pour eux. Effectivement, pour revenir sur l'île de Khark, c'est ça le plus intéressant, le plus paradoxal. L'Iran est aujourd'hui le pays le plus sanctionné au monde, au même titre que la Corée du Nord. Elle n'a pas le droit de vendre son pétrole, elle le fait quand même à la Chine, à l'Inde et la Turquie notamment, à des prix cassés. Cette île de Khark, c'est 90% des exportations de pétrole. Quand je regarde les chiffres des barils qui sont sortis de cette île de Khark, il y a encore 24 heures, il y a 2 millions de barils qui sont sortis de cette île. Normalement, ce n'est pas possible. Avant la guerre, ils ont augmenté la cadence. 3 millions de barils sortaient par jour. 3 millions de barils, ce sont les chiffres au moment de l'accord sur le nucléaire iranien, quand l'Iran pouvait vendre son pétrole. Cet argent du pétrole, il rapporte à la République islamique 50 milliards de dollars au moins par an, qui pourrait faire fonctionner le pays. Mais cet argent, il est réinjecté dans les gardiens de la Révolution, dans leur appareil sécuritaire, qui tue la population à la Kalachnikov dans la rue, on l'a encore vu il y a 2 mois, et qui fournit en armes, qui subventionne les proxys dans la région. Si jamais on attaque au portefeuille les gardiens de la Révolution, parce qu'il faut nommer ce que c'est les gardiens de la Révolution, c'est une sorte de mafia. D'accord ? C'est une